les problèmes que nous avons posés, nous en apportions une solution commune. Que ce soit le problème de la respiration, que ce soit pour l'addiction l'importance de la consonne, l'addiction étant la consonne et non pas la voyelle. Beaucoup de gens étirent les voyelles croyant faire de l'addiction, alors que c'est justement dans la sculpture de la consonne que l'on construit une diction. Sur l'importance de l'hiatus. Il était pour l'hiatus qui donne une rudesse à l'addiction, qui est l'opinion d'ailleurs de Ronsard, et un effet merveilleusement rude, disait Ronsard, et que ce soit sur le problème de la prosodie, la langue française parlée a des longues et des brèves, que ce soit sur la valeur physiologique charnelle de la parole, avant d'y mettre une idée, la parole qui se raccroche justement au verbe primitif est une chose physiologique, une chose charnelle qui touche les êtres, qui frappe les poitrines, ou que ce soit sur le plan du geste, sur le départ du geste dans la colonne vertébrale, et le geste qui s'étend, et je me rappelle, je le vois encore, faisant ce geste avec on descend le deltoïde, et puis finissant par son doigt, il adorait aller jusqu'au bout de son doigt, qu'on va jusqu'au bout de sa pensée. Et il y avait une rencontre sur tous les problèmes concernant le théâtre, et j'ai rencontré, non pas un homme de lettres, mais j'ai rencontré un artisan de théâtre. Cela venait de ce que Claudel avait vécu beaucoup en Extrême-Orient, et qu'il avait reçu l'influence du théâtre d'Extrême-Orient, qui est du théâtre complet, avec la danse, avec le mime, avec les chants, avec les respirations, les cris, etc. Alors, il y avait donc rencontre par l'Extrême-Orient, on retrouvait Eschyle, on retrouvait Shakespeare, et Claudel était porteur de tout ça à une époque moderne. C'est pour cela que Claudel a été pour moi une nourriture absolument paternelle. Voilà comment nous travaillions, parce que on préparait tout le travail tous les deux. Tous les deux, on jouait la pièce, tous les deux, dans son bureau. Alors on dansait, on était à quatre pattes, alors c'était des moments, c'est le côté jeune homme de 18 ans, quand je dis de jeune homme de 18 ans, c'était ça, parce qu'on nous retrouvait à quatre pattes, ou bien tapant sur des tables, on s'amusait comme deux fous, n'est-ce pas? Et puis alors, quand on avait bien arrêté le travail, je lui disais, maintenant, je vais travailler avec les acteurs, parce que il faut mieux... vous allez leur dire des choses qu'ils ne comprendront peut-être pas, et nous, quelquefois, nous avons un langage un peu grossier qui facilite le travail. Alors, il ne venait pas. Et après, quand les répétitions étaient avancées, alors il venait, et on lui déroulait la pièce. Alors, il disait, il faisait ses observations, etc., et elles étaient toujours pertinentes. Elles étaient toujours pertinentes et toujours artisanales. Jérusalem est si loin. Le paradis l'est davantage. Mais Dieu, au tabernacle est avec nous, ici même. Mais non pas ce grand trou dans la terre. Quel trou? Qui fit la croix lorsqu'elle fut plantée. Oui, là, je vous arrête. Oui. Ce trou est important et il faudrait, si possible, le dessiner aux yeux du public. Vous savez, la définition qu'on donne souvent d'un canon, c'est un trou au cours duquel on a mis du bronze ou de l'acier. Eh bien, il y a plusieurs espèces de trous, ce n'est pas seulement un vide. Ce trou est un abîme qui exerce une attraction. On sait qu'on pourrait peut-être le dessiner aux yeux du public par un mouvement des mains, n'est-ce pas, pour indiquer l'importance qui est là, puisque ce trou est celui de la rédemption, celui où la croix fut plantée et qui continue à attirer l'humanité, et entre autres cette humanité du Moyen-Âge représentée par Anne Vercors. C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de transposition à faire, comme lorsqu'on a un poète, homme de lettres, qui a écrit une pièce littéraire et qui a besoin d'une conversion, n'est-ce pas, en matière théâtrale. Pas du tout, il voyait théâtre. Il voyait dans les trois dimensions. C'est lui il avait le génie de trouver l'objet catalyseur d'une situation dramatique. Par exemple, dans sa refonte de l'échange, c'est lui qui a trouvé l'histoire de la balançoire. Eh bien, la balançoire était vraiment l'objet symbole. Et c'est autour de cette balançoire que tout se coagulait et toute cette mayonnaise prenait grâce à la présence de la balançoire
comme un catalyseur. Mais là, il l'a trouvé dans le travail préparatoire dont vous parliez ou bien pendant les répétitions? Dans le travail préparatoire. Voilà. Et dans les indications d'acteurs, il était tordant. C'est pas vrai, je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Oh, quand vous parlez de votre violaine, c'est du sucre. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où l'on va cracher le noyau. Pardon? C'est pas tout à fait ça. Vous savez que l'annonce a été jouée un certain nombre de fois et qu'elle a bénéficié de la collaboration de pas mal de metteurs en scène, entre autres Gémier. Et alors, à ce passage, Gémier m'a fait remarquer qu'il fallait prononcer « fif » à la manière anglaise, comme une cerise qu'on suce, vous voyez. J'en ai fait bénéficier plus tard le partage de midi où on parle d'un rocking chair en sucre. Alors, je trouve que ce TH donne une signification assez amusante à cette expression. Cerise qu'on suce. Ça n'est pas vrai, je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Oh, quand vous parlez de votre violaine, c'est du sucre. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où on va cracher le noyau. Mais Marat, la gâche, elle est dure comme le fer. Elle est aigre comme la cesse. Avec ça qu'elle est déjà si belle, votre violaine. Et voilà qu'elle va avoir Combernon à cette heure. Qu'est-ce qu'elle sait faire, l'agnole? Qui est de nous deux qui fait marcher la charrette? Oh non. Non, je crois que M. Claudel veut te dire quelque chose à propos de l'agnole, là. Oh, faut pas confondre l'agnole, qui est un grand instrument de victoire militaire, à ce qu'on prétend, et l'agnole, qui en langage vulgaire signifie je prends rien. Quand j'étais étudiant, il y avait un omnibus à 3 chevaux qui faisait le trajet entre le jardin des plantes et le square des Batignolles. Et alors les étudiants avaient transformé cette indication jardin des Gnolles, square des Batiplantes. Mais là, il s'agit de l'agnole, bref, qu'est-ce qu'elle sait faire, l'agnole? Avec un O ouvert, oui. Elle se croit comme Saint-Onze-Mille Vierges. Ben là, Saint-Onze-Mille Vierges, il faudrait peut-être introduire un peu l'accent du Tardenois. Dans l'accent du Tardenois, on prononcerait vierge, à supposer qu'il y ait des vierges en Tardenois. Saint-Onze-Mille Vierges. Voilà. Très bien, alors on va reprendre. Il était vraiment... Il donnait de très bonnes Et là, indications. sans être péremptoire, sans être tyrannique, il vous suggérait plutôt qu'il ne... C'était la simplicité même dans le travail. Première de ces petites chansons que j'ai toujours entendu chanter dans mon enfance est Compère Loriot. Compère Loriot, qui mange les cesses et qui laisse le noyau. Ah, oui, c'est ça. Les cesses, ce sont les cerises sauvages. C'est le nom qu'on donne aux cerises sauvages dans mon pays. Et puis, il y a un autre moment dans la pièce, on entend... Marguerite de Paris. Marguerite de Paris, oui. Je vais vous chanter Marguerite de Paris. Marguerite de Paris, prête-moi tes souliers gris pour aller en paradis. Qui fait beau, qui fait chaud, j'entends le petit oiseau qui fait pie. Voilà. Vous savez ce que vous devriez faire? Ce serait de venir le chanter à la représentation. Vraiment, c'était... vraiment, moi j'ai connu bien Claudel, Gide et Valérie. C'était ma joie. Eh bien, c'est la caractéristique, le dénominateur commun de ces gens-là, c'est la simplicité et le familier. C'était tout à fait simple. Qui sait si je ne gêne pas l'ordre de Dieu en restant à cette place où la nécessité qu'il y avait de moi a cessé? Oh, je sais que tu es un homme inflexible. Tu es toujours jeune et belle pour moi, et l'amour que j'ai pour ma douce Élisabeth aux cheveux noirs est grand. Eh bien, là, je voudrais que on sente vraiment la tendresse de ces vieilles gens l'un pour l'autre, qu'on voit ce vieil homme qui enlace sa compagne, et que ça se traduise par le bras qui l'enlace et qu'on voit la main apparaître au-dessus de l'épaule. Que le public se rende compte de cette étroite union qui va se traduire tout à l'heure par un oui pathétique. Claudel, à la fin de sa vie, était un peu sourd, je crois. Oui. Est-ce que ça le gênait dans son comportement?
Ça l'arrangeait quelquefois quand il ne voulait pas entendre, mais ça le gênait quelquefois dans son comportement. Par exemple, il y a une anecdote émouvante. Quand nous avions monté l'échange, précisément, il était sur scène et on jouait autour de lui. Et la dernière répétition arrive et on lui dit « Maître, il faudrait peut-être que aujourd'hui vous alliez dans la salle parce que nous avons déroulé la pièce et on passe demain. » Alors, il nous regarde, il dit « Oh, laissez-moi encore parmi vous parce que c'est la dernière fois que je l'entends. » Alors, ému, nous l'avons laissé au milieu de la scène et nous avons fait du slalom autour de lui. On a joué l'échange autour de lui. C'est un souvenir qui m'aimait beaucoup parce que j'ai encore le souvenir physique de cette présence de mon vieux maître qui était autour de nous. Enfin, plutôt autour duquel nous jouions. Et alors, on avait l'impression que la vie que nous donnions venait de lui et sortait de lui, quoi. Est-ce qu'il était très sûr de son œuvre? Ou au contraire, est-ce que l'espèce d'obscurité dans laquelle il a vécu longtemps, dans laquelle elle est restée longtemps, est-ce que les critiques imbéciles dont il a été victime pendant aussi une autre partie de sa vie l'atteignaient? Il en a souffert beaucoup. Il souffrait beaucoup des critiques. Beaucoup des critiques. Un véritable artiste n'est jamais sûr de son œuvre, mais quand il était devant son œuvre, il était épaté. Épaté, il disait, oh, c'est bon, c'est génial. Il était comme un enfant étonné de voir, comme une chose qui ne lui appartenait pas, et étonné de voir tant de beauté. Et là, c'était un côté absolument charmant, ça.